Bonsoir à toutes et à tous. Bien heureux de vous retrouver pour notre session d'analyse hebdomadaire. Merci de nous être fidèles sur Éclair TV. Ce soir, trois sujets seront l'objet de nos préoccupations. D'abord, je voudrais avec vous clarifier un certain nombre de notions entre évolution institutionnelle, évolution statutaire. Parfois, cela sème de la confusion et souvent de la confusion et l'incompréhension. Alors, quelle différence il y a entre ces deux termes? Et vous verrez que souvent, il y a quelques lapsus, voire même quelques dérives langagières qui amènent à confondre l'évolution des institutions et l'évolution du statut. Premier sujet. Le deuxième sujet concerne le pouvoir d'achat Oudinot, donc la lutte contre la vie chère. La semaine dernière, à la Oudinot, a été signée une convention avec plusieurs partenaires économiques pour limiter l'inflation et l'augmentation des prix de première nécessité outre-mer, mais vous verrez qu'il y a eu un élargissement avec des conséquences positives, mais comme toute décision, des conséquences négatives que nous analyserons. Enfin, vous avez entendu parler de la loi contre l'immigration clandestine, donc on appelle la loi immigration. Quels sont les nouveaux dispositifs qui sont censés intervenir et qui vont modifier les possibilités pour les étrangers de résider sur le territoire de la France hexagonale, mais également des Outre-mer? Je vous propose tout de suite de passer au premier sujet relatif à la clarification des notions. Au moment où le débat institutionnel est d'actualité, le débat statutaire, on a tendance à croire que modifier les institutions concerne une évolution institutionnelle et que passer de l'article 73 à l'article 74 concerne une évolution statutaire. Il faut bien être clair sur les notions. Et la Constitution française distingue d'abord des régimes. Dans l'article 73, 72, 73, il y a ce qu'on appelle le régime, donc je dis bien le régime, de l'identité législative. Dans l'article 72, cette identité qui veut dire que les lois s'appliquent automatiquement et de la même manière a été nuancée par la loi 3DS, la loi de différenciation, dans la mesure où on peut parler d'une identité législative, mais avec des différences entre collectivités. Premier élément. Il y a l'identité législative, le régime de l'identité législative de l'article 73, qui nous concerne. À partir de ce moment-là, les lois sont applicables de plein droit, mais peuvent faire l'objet d'adaptations particulières. Et à côté du régime, je dis bien de l'identité législative, dans les deux cas de figure que je viens de voir, il y a un autre cas de figure, c'est le régime de la spécialité législative, à savoir que la loi ne s'applique que dans des domaines que l'État a conservés et ne concerne plus, par conséquent, les domaines de compétences qui ont été transférés dans l'article 74. Ce sont les collectivités d'outre-mer, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, mais également Wallis et Futuna, la Polynésie, sachant que la Nouvelle-Calédonie a des articles qui lui sont spécifiques dans le cadre du titre 13 de la Constitution. Autrement dit, si on passe de l'article 73 à l'article 74, il ne s'agit pas d'une évolution statutaire, mais il s'agit d'un changement de régime législatif. Il fallait, me semble-t-il, clarifier cet aspect qui souvent prête un certain nombre de confusions. Maintenant, qu'en est-il du statut? Le statut, c'est l'architecture institutionnelle, c'est-à-dire les institutions qui sont dans un territoire ultramarin. Par exemple, à la Guadeloupe, nous avons le statut de département
régions d'outre-mer, ainsi que la Réunion d'ailleurs. Par contre, depuis la modification constitutionnelle de 2003, il peut y avoir un statut particulier, tel que par exemple la fusion des institutions, départements et régions, pour créer une seule institution qui est la collectivité unique. C'est le cas de la collectivité unique de la Martinique, ainsi que la collectivité unique de la Guyane. Donc, il y a en Outre-mer des statuts particuliers parce qu'il y a des institutions particulières, c'est ce qu'on appelle des statuts à la carte. Bien, vous voyez bien que les institutions qui sont celles de la Guadeloupe et de la Réunion ne sont pas celles de la Martinique, de la Guyane, ni même celles de Mayotte, puisque Mayotte a simplement un conseil départemental. Donc, quand on parle d'évolution statutaire, ce serait le fait de passer, par exemple, du statut de département, région, outre-mer vers une collectivité unique, comme a pu le faire la Martinique ou la Guyane. Il ne s'agit absolument pas de passer du 73 au 74. C'est une extension de langage qui est probablement liée à une facilité d'interprétation, mais qui en réalité ne correspond pas à la réalité constitutionnelle. Je voudrais avec vous clarifier enfin une dernière notion, c'est la notion de domiciliation du pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut entendre? Il faut comprendre que cette domiciliation du pouvoir passe par un certain nombre d'étapes. Ne serait-ce que pour mettre en confiance l'électorat avec ses élus et surtout avec son administration, puisque les élus, ce sont eux qui donnent une impulsion à l'administration territoriale, en tout cas dans le cadre de la décentralisation. Premier élément de cette domiciliation du pouvoir, c'est la nécessité de simplifier les procédures pour permettre, par exemple, si vous faites une demande de permis de construire, si vous faites des demandes d'aide, il y a dans des matières telles que l'environnement, le social, l'éducation, des procédures qui sont très longues, voire même fastidieuses, et qui font que par rapport à l'administration, l'électorat en tout cas a une représentation qui n'est pas forcément favorable. Donc, première question que doivent se poser nos élus dans le cadre de la domiciliation du pouvoir, comment simplifier un certain nombre de procédures, dans quelle matière, de telle sorte que l'électorat puisse retrouver un rapport de confiance et surtout de proximité avec son administration. Mais à côté de la simplification des procédures, quand on parle de domiciliation du pouvoir, il y a possibilité d'obtenir de nouvelles compétences. Donc d'élargir le champ des compétences, d'autant plus que la différenciation permet par exemple pour les collectivités de même catégorie, a fortiori en Outre-mer, d'exercer des compétences différentes. Il appartient donc aux élus dans les différentes matières de savoir quelles sont les nouvelles compétences qu'ils souhaitent exercer de manière à ce qu'une réactivité plus importante adossée à la simplification que je viens de citer permette de pouvoir régler en tout cas un certain nombre de problèmes beaucoup plus rapidement et voire même de faire aboutir des projets alors même que le projet a sa pertinence, puisque certains projets aboutissent. On ne peut pas dire que les projets n'aboutissent pas, mais quand ils aboutissent, c'est bien la raison pour laquelle ils ont été initiés a déjà posé d'autres problématiques que le projet réalisé n'est plus en mesure, en tout cas, de résoudre par rapport aux problématiques qui sont posées. Enfin, quand on parle de domiciliation du pouvoir, on parle également de la capacité à établir des règles qui font force de loi ou qui font force de règlement. Et il y a trois possibilités qui sont offertes par la Constitution dans le cadre de l'article 73, article dans lequel nous sommes. Soit l'adaptation de la loi, vous avez entendu à un moment donné
il était question de l'assurance chômage et les députés ont pu faire intégrer dans la loi le fait que dans le premier, en tout cas l'article 1er, il y ait la mention, les dispositions du présent article feront l'objet d'une adaptation dans les collectivités d'outre-mer ou alors les collectivités à statut particulier ou les DOM-ROM, département région d'outre-mer, Guadeloupe, Réunion. Donc, au départ, il est possible que la loi prévoie cette adaptation. Mais les collectivités peuvent demander eux-mêmes à pouvoir établir des règles particulières pour la gestion des matières qui relèvent de leurs propres compétences. C'est ce qu'on appelle l'habilitation. Et le Conseil régional de Guadeloupe a été l'un des premiers à mettre en place en 2011 cette habilitation pour les énergies renouvelables. Mais vous constatez que pourtant, alors même que cette possibilité existe, elle est extrêmement peu utilisée. Enfin, il y a ce qu'on appelle l'expérimentation, à savoir que si vous ne voulez pas exercer, en tout cas, une compétence qui directement appartient pour l'instant à l'État et que vous souhaitez l'exercer, vous pouvez demander une expérimentation, sachant que depuis la loi de février 2022 relative à la simplification, eh bien, à la différenciation, pardon, eh bien, vous avez tout à fait la possibilité de demander une expérimentation que ne demande pas forcément un autre département, y compris au territoire ultramarin, qui ne le demande pas et que par conséquent, vous pouvez être, vous, collectivités de Guadeloupe, les seuls à exercer cette compétence, d'abord dans un cadre expérimental et ensuite avec la généralisation de cette compétence en cas d'expérimentation qui soit fructueuse. Enfin, je voudrais rappeler, puisque nous l'avons évoqué tout à l'heure, me semble-t-il que ce n'est qu'après ces préalables en lien avec la simplification, l'identification des nouvelles compétences, la demande plus importante d'établir des règles qui ne nécessitent pas à l'heure actuelle l'avis des populations, puisque c'est prévu par la loi. Une fois que l'on arrive en tout cas, à sécuriser la population autour de ces trois critères, à partir de ce moment, on peut envisager une évolution statutaire dans le sens d'une évolution des institutions. Je répète, il ne s'agit pas de changement de régime législatif, il s'agit de modifier les institutions. Voilà donc ce que je voulais soumettre à votre sagacité, sachant que de toute façon, les institutions, en tout cas le statut de département-région d'outre-mer, à un moment donné, apportera un certain nombre de limites. Maintenant, dans le cas de l'article 73 où nous sommes, il existe des possibilités, et je viens de le montrer, qui n'ont pas été suffisamment exploitées, et il y a urgence que dans le cadre d'un ou plusieurs congrès, les élus identifient des matières bien précises qui relèvent actuellement de leur champ de compétences, mais également des compétences nouvelles qu'ils souhaiteraient, y compris à titre d'expérimental, des compétences actuellement exercées par l'État. Et une fois qu'il y aura cette identification de ces nouveaux leviers permettant aux élus de mieux intervenir, on pourra réellement parler de domiciliation du pouvoir et d'évolution statutaire, dont je me plais à répéter qu'il s'agit en fait de l'évolution de nos institutions. Voilà, nous avons terminé, et peut-être vous me pardonnerez d'avoir été un peu long, mais c'est un débat qui est très technique et j'ai essayé de simplifier au mieux pour que nos téléspectateurs d'Éclair TV puissent pouvoir eux-mêmes se forger une opinion de l'évolution institutionnelle, débat qui de toute façon ne saurait tarder à revenir dès le début de 2023. Je vous propose de passer au deuxième sujet qui nous concerne, en tout cas que nous voulons analyser ensemble. Il s'agit de la lutte contre la vie chère. La semaine dernière, vous avez entendu parler de l'Oudinot du pouvoir d'achat. En réalité, un certain nombre d'acteurs économiques
se sont réunis à la Ouéoudino, donc le ministère de l'Outre-mer, et ont trouvé un consensus autour de ce que l'on appelle le bouclier qualité-prix. Et je vais vous donc préciser en quoi consiste ce bouclier qualité-prix, de manière à mieux mesurer l'évolution qui est intervenue, mais également les conséquences qui peuvent en découler. Ce bouclier qualité-prix a été créé en 2012, par un décret en 2012, et pour lutter contre l'inflation et la vie chère en Outre-mer, il avait en 2012 été convenu qu'un certain nombre de produits de première nécessité qui sont listés dans un arrêté préfectoral voyaient de manière relativement stable les prix qui leur sont attribués. Ils ont donc appelé cela le bouclier qualité-prix. Je vais vous donner un exemple. En avril 2022, chaque année, ce bouclier qualité-prix est revu. En avril 2022, il avait été identifié 106 produits de première nécessité et ces 106 produits coûtaient 320 €. Ça veut donc dire que celui qui achète ces 106 produits, les met dans un panier, le panier ne peut pas coûter plus de 320 € et dans le cadre d'une négociation, ce panier serait descendu à 299 €, je rappelle, pour 106 produits. Qu'a apporté ce qu'on appelle le pouvoir d'achat Oudino? Une extension des produits, du nombre de produits. Pour la Guadeloupe, on passe à 106 et on arrive à 176. Ça veut donc dire qu'il y a 70 produits supplémentaires qui concernent non pas seulement l'aspect alimentaire, mais qui concernent également la téléphonie mobile, par exemple, donc les services. Autrement dit, l'idée étant que compte tenu que la Guadeloupe a 3,5% d'inflation en 2021, ce serait de stabiliser les prix de 176 produits ou prestations de services de manière à ce qu'il puisse y avoir, en tout cas, un maintien du pouvoir d'achat, ou tout au moins que les plus pauvres d'entre nous ne se retrouvent pas en situation de précarité exagérée. Je voudrais simplement rajouter que le nombre de produits dépend des surfaces. Un élément supplémentaire rajouté par le pouvoir d'achat Oudino, donc le bouclier qualité-prix qui a été convenu au ministère des Outre-mer, c'est que pour les surfaces, les grandes surfaces, en tout cas les commerces, qui ont plus de 2000 m², il y a 176 produits, mais pour celles qui sont entre 1000 et 2000 m², il y en a moins, je crois, 136. Et pour celles qui ont moins de 1000 m², il y a 70 produits. Celles qui ont moins de 1000 m², ce sont ce qu'on appelle plus couramment les petites surfaces et étaient surtout visées les îles du Sud en particulier ne disposent pas de grandes surfaces, en tout cas. Ils disposent de petites surfaces qui, pour la plupart, ont moins de 1000 m². Et on leur a demandé, entre guillemets, de jouer le jeu du bouclier qualité-prix par rapport au fait que dans les négociations qui ont été menées, depuis la production du produit jusqu'à son acheminement, les acteurs ont été d'accord pour que ce bouclier qualité-prix puisse être le plus bas que possible. Jusque-là, sur le plan humain et par rapport à la problématique du niveau de vie, c'est une décision qui est la conséquence d'un travail préalable dont on ne peut que constater que si elle est réellement appliquée, elle ne pourrait que favoriser en tout cas les familles qui sont en situation les plus précaires. Mais justement, quand on prend une telle décision, il y a un effet immédiat probable qui est celui d'aider les plus en difficulté, mais il faut voir également s'il n'y a pas des effets pervers
sur le système économique et en particulier la problématique des petites économies insulaires. D'abord, le bouclier qualité-prix, il convient que ces produits soient clairement identifiés, de manière à ce que celui ou celle qui va dans la grande surface, en tout cas dans le commerce, puisse savoir que tel ou tel produit relève du bouclier qualité-prix. Il y a un arrêté préfectoral qui liste les produits concernés par le bouclier qualité-prix. Question, si vous constatez qu'un commerce ne respecte pas ce bouclier qualité-prix, quels sont les moyens juridiques que vous avez, dont vous disposez, pour le contraindre? Premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il risque d'y avoir un afflux de produits dits de dégagement, donc ailes de dinde, cuisses de poulet, poissons importés d'Amérique du Sud, dont la traçabilité, pour l'instant, reste quelque part douteuse. Et donc, il risque d'y avoir un afflux, pour rester dans le cadre du prix fixé, il risque d'y avoir un afflux de produits de dégagement. Et qui dit afflux de produits de dégagement dit concurrence quasi déloyale par rapport à nos filières qui ne sont pas suffisamment structurées pour pouvoir proposer des prix qui soient en tout cas concurrentiels. Donc attention, il risque d'y avoir deux effets pervers sur le plan économique. Un, les grandes surfaces sont beaucoup plus à l'aise que les petits commerces pour pouvoir faire venir des produits à bas coût parce qu'ils peuvent récupérer ce qu'ils perdent en marge bénéficiaire sur d'autres produits. Deuxièmement, les petits commerces risquent de se retrouver en difficulté puisqu'ils n'ont pas cette souplesse et cet élargissement pour pouvoir compenser par d'autres marges. Et donc, ça peut tout simplement aboutir à une menace dans l'existence même du commerce. Enfin, je voudrais rappeler que si à la Guadeloupe, il y a 176 produits, j'ai constaté qu'à Mayotte, il n'y en a que 11. Et parmi ces 11, eh bien, écoutez, on trouve des cuisses de poulet motivées ou des ailes de poulet motivées par le fait que les Mahorais sont de grands consommateurs de poulet. Et on trouve de l'huile, des sardines, etc. Donc entre les Outre-mer même, il n'y a pas le même niveau de négociation, il n'y a pas le même élargissement dans le panel de prix et de produits que l'on peut effectivement trouver à la Guadeloupe ou à Mayotte. Donc, en conclusion, on peut parler d'une étape intéressante puisque l'Observatoire des prix, à l'analyse de ce bouclier qualité-prix plus celui qui a été négocié récemment, le 8 décembre dernier à la Ouéodino, estime qu'il va y avoir une amélioration, ne serait-ce que sensible, de la situation. Maintenant, cet observatoire fait une proposition intéressante. Il dit, faisons des sous-paniers. Faisons un sous-panier aliments, un sous-panier hygiène. En tout cas, il propose 4 sous-paniers, ce qui veut dire que, par exemple, pour le panier aliments, eh bien, il y aurait un maximum de tant d'euros. Pour le panier hygiène, tant d'euros. Pour le panier produits autres, il y aurait tant d'euros. C'est une idée, à mon avis, qu'il faudrait peut-être creuser et en tout cas approfondir. Il n'empêche qu'on ne peut méconnaître qu'il risque d'y avoir des conséquences économiques sur la production locale, sur les petits commerces locaux, et dorénavant, puisque les négociations sont annuelles, il convient de faire en sorte que ces négociations puissent tenir compte des effets pervers qui peuvent intervenir sur des acteurs économiques qui sont déjà par nature fragiles. Nous avons donc terminé notre deuxième sujet pour l'actualité locale. Maintenant, je vous propose de passer à notre troisième sujet qui en général est un sujet national
et qui a commencé à faire des débats houleux, alors même que le projet ne sera présenté à l'Assemblée que début janvier prochain, il s'agit de la problématique de l'immigration. La problématique de l'immigration fait débat d'autant plus qu'en fonction de l'idéologie qui anime certains de nos dirigeants, y compris locaux, l'immigration est perçue de manière plus ou moins positive, voire pour certains est perçue de manière négative. D'abord, quelques chiffres publiés en 2022 au niveau national. En 2021, il y avait en France 7 millions d'étrangers. Le solde migratoire de 2019, entre ceux qui partent, en général ceux qui partent et qui quittent la France, ce sont des étudiants qui ont terminé leurs études, qui vont vers leur pays d'origine, leurs études terminées, hein. C'est ce que montre en tout cas l'enquête de l'INSEE. Par contre, il y en a qui arrivent, et entre ceux qui partent et ceux qui arrivent, plus 214 000 immigrés supplémentaires sont arrivés sur le territoire national. Vous avez bien vu que pendant la campagne électorale, l'actuel président de la République a eu un langage très droitier. Autrement dit, en matière d'immigration, les thèses du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, qui soutient le gouvernement, se rapprochent, en tout cas, des thèses de la droite, sans pour aller jusqu'aux thèses de l'extrême droite, encore que, pour certains aspects, on pourrait se poser la question. En fait, dans le projet de loi, qui est encore en échange avec, en particulier, les Républicains, la droite, qui est a fortiori l'extrême droite, qui estime que le projet ne va pas suffisamment loin et qu'il faudrait être beaucoup plus sévère en matière d'immigration, quelles sont, si vous voulez, les 4 dispositions qui font le plus débat? D'abord, c'est ce qu'on appelle l'obligation, l'OQTF, c'est l'obligation de quitter le territoire français. Avant, lorsque la demande d'asile était rejetée, il fallait, l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée pouvait rester sur le territoire national parce qu'il a fait appel, parce que sa situation peut être révisée. Pendant cette procédure d'appel et contradictoire, malgré une décision de refus de droit d'asile, l'étranger restait. Et un certain nombre d'entre eux, bien sûr, disparaissaient dans la plus grande des clandestinités. Donc, première disposition que propose le projet, dès le premier rejet du droit d'asile, avant même que les procédures soient engagées en appel ou en contestation de la première décision, l'étranger sera expulsé du territoire français, immédiatement après la première décision. Premier élément qui fait débat, en tout cas, avec particulièrement les partis de gauche et France Terre d'Asile, qui accueille les immigrés. Deuxièmement, dans le Comité national du droit d'asile, dont le siège se situe à Paris, il y avait, pour décider si un étranger a un droit d'asile ou pas, il y avait une formation collégiale de plusieurs juges. Maintenant, 2 éléments fondamentaux changent. Un, ce comité national du droit d'asile aura des antennes dans plusieurs régions de France adossées aux tribunaux administratifs. Autrement dit, tout ne se jugera plus jamais, en tout cas pour l'instant, si la loi passe en l'état à Paris, mais pourra se juger sur le ressort des tribunaux administratifs. Et la loi va plus loin, puisque la loi enlève la collégialité des juges. Ça veut donc dire qu'un juge unique
aura la possibilité de pouvoir refuser le droit d'asile. Quelle différence il y a avec la décision collégiale? Eh bien, le juge unique, il y a beaucoup plus d'appréciation subjective et donc vraisemblablement un impact idéologique beaucoup plus important. Troisième disposition prévue par la loi, c'est ce qu'on appelle la double peine, à savoir que les étrangers qui sont condamnés, dès lors qu'ils ont terminé leur peine, ils sont automatiquement expulsés. C'est ce qu'on appelle la double peine. Enfin, il y a une proposition de loi menée par un député Les Républicains qui va jusqu'à dire, dorénavant, la demande d'asile ne doit pas intervenir quand l'étranger arrive sur le territoire national, mais cette demande d'asile doit intervenir dans son pays d'origine et il ne peut être admis sur le territoire national qu'à la condition que la Commission nationale du droit d'asile et ses différents ressorts locaux, si la loi va jusqu'au bout, eh bien, ait donné un avis favorable. En fait, c'est un moyen de ne pas mettre, en tout cas, un certain nombre d'autorités devant le fait accompli. Maintenant, vous avez entendu qu'en France, il y a des métiers qui sont en tension. Dans la restauration, dans l'agriculture, des chauffeurs routiers. Il manque plusieurs dizaines de milliers de chauffeurs routiers. La loi assouplit le fait qu'un chauffeur, en tout cas lorsqu'il s'agit d'un métier en tension, un étranger qui dispose des qualifications pour occuper ce métier en tension se verra attribuer un titre de séjour provisoire, en tout cas justifié non pas pour des raisons de rapprochement familial ou tout simplement de menaces dans son pays, mais parce que sur le plan du besoin économique de la France, les métiers en tension qui ne sont pas fournis aboutissent automatiquement à ce qu'il puisse y avoir une insuffisance, en tout cas une limitation de la rentabilité économique. Donc, faire appel aux étrangers qui ont des qualifications pour pouvoir pallier, en tout cas, la problématique des métiers en tension. Vous voyez que nous sommes encore dans un débat qui est très idéologique. Il faut noter l'évolution qui me semble favorable, puisque à la Guadeloupe, nous le reconnaissons, certains métiers auraient du mal à perdurer, en tout cas certains secteurs économiques, je pense à l'agriculture, à la restauration, mais également aux très petits commerces, de proximité. Certaines de ces activités économiques auraient du mal à perdurer sans la présence de communautés étrangères, qui plus est lorsque la Guadeloupe est en train de perdre entre 3 000 et 3 500 habitants par an. Maintenant, c'est vrai que la problématique de l'immigration doit être traitée à la fois avec humanité, ce sont des humains, mais également avec fermeté, puisque lorsqu'il y a trop de personnes en situation irrégulière, ça aboutit à des déstructurations sociales. Et je dis bien, ce qui pose problème, ce n'est pas l'immigré qui vient pour travailler. Ce qui pose problème, c'est celui qui est en situation irrégulière et qui, pour pouvoir survivre, doit se livrer à des trafics ou à des stupéfiants, en tout cas à des trafics qui sont illicites, lui permettant d'avoir de l'argent, dit de l'argent facile, donc des trafics en tout genre. Voilà donc ce que je voulais vous dire. Nous suivons l'évolution des débats, mais la problématique de l'immigration, c'est humanité et fermeté. Ce paradigme me semble, en tout cas, être celui qui doit prendre un pied, en tout cas animer les politiques publiques locales en matière d'immigration. Nous avons terminé l'analyse de nos 3 sujets. Nous nous reverrons de toute façon pour une nouvelle séquence la semaine prochaine. Merci de m'avoir fait confiance et de m'avoir écouté. Et je termine toujours en vous souhaitant que la nuit vous soit douce.